D'abord, quelques mots sur ce thème d'adaptation que je trouve justement très adapté à mes activités. Par définition, l'architecture est toujours une adaptation. Il y a tellement de paramètres, des contraintes. L'architecture, pour moi, est l'art des contraintes. Il y a toujours un programme, un budget, un client, un contexte. Et je trouve que c'est notre métier, c'est notre rôle d'arriver à faire une entité cohérente de tous ces paramètres, souvent ou toujours contradictoires. Si on parle plus précisément de la situation aujourd'hui, je travaille malheureusement pas beaucoup en Suisse, mais plutôt en France et aussi en Suède. En France aujourd'hui, surtout, avec des promoteurs privés, avec des petits budgets. Moi, je travaille qu'avec des petits budgets depuis que j'ai fondé mon agence. C'est fini les grands projets glorieux. Et je trouve que c'est une situation de plus en plus alarmante. Je pense qu'en Suisse, on est un petit peu à l'abri de ça. Si on travaille avec des grands promoteurs en France aujourd'hui, les délais sont très courts, les budgets sont très limités, mais ça, en soi, c'est peut-être pas ça le problème. Le problème, je trouve, c'est que les architectes ont beaucoup de mal à rester dans le processus jusqu'à la fin. Il y a souvent des marchés où les architectes ne sont pas invités à participer. Les architectes ont un rôle souvent réduit pendant la phase chantier. De toute façon, je vais vous expliquer, je vais vous montrer quand je parle des projets, des réalisations en cours. Quelques mots sur qui je suis. Simon a presque tout raconté. Mais je viens donc d'une ville presque au niveau du cercle polaire en Suède. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai commencé mes études en architecture au sud à Göteborg. Et je montre cette image parce que je me rappelle que quand je suis arrivée à l'école d'architecture, on nous a demandé de montrer notre bâtiment idéal. Et parmi les Cannes, les Corbeaux, les Miss et les Palladio, il y avait cette ferme du XVIIIe siècle de mon village, près d'où j'étais. Donc, je trouve que c'est toujours une très belle référence. Mais ça illustre quand même, ça montre même que mes idées sur l'architecture en général et l'architecture contemporaine en particulier étaient assez réduites à l'époque. J'étais pas quelqu'un qui savait à l'âge de 10 ans que je voulais faire ce métier. J'ai vraiment fait un long chemin depuis. J'ai trouvé les années d'études très difficiles en Suède. Il y avait beaucoup de rancune contre les architectes, essentiellement à cause des banlieues, des grands banlieues qui ont été construits dans les années 70, qui ont un peu stigmatisé tous les architectes en Suède, même mes profs, ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. C'était pas une ambiance très, très positive. En plus, la crise est tombée, donc tous les architectes ont le chômage. Je pensais que j'allais jamais trouver du travail. Et pour moi, bizarrement, parce que ces banlieues sont beaucoup plus monstrueux en France qu'en Suède, c'était en quelque sorte un soulagement d'arriver à Paris, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les architectes avaient l'air beaucoup moins stigmatisés, beaucoup moins culpabilisés en France qu'en Suède. Donc je suis arrivée à l'école Paris-Belleville. J'ai malheureusement pas terminé mon travail de diplôme. J'ai fait ça qu'en 2002. J'ai arrêté mon travail de fin d'études pour commencer à travailler chez Jean Nouvel et sur cette tour d'Ensu qui a été construite à Shiodome à Tokyo. Pour moi, c'était une belle expérience. C'était la première fois que je suis venue en Asie et je trouvais ça très intéressant. Et toujours, je trouve ça, parce que moi, je suis toujours dans une situation, je suis toujours étrangère. Et je trouve ça très intéressant de travailler dans des cultures différentes et de faire des négociations et de trouver un langage commun, même si on vient de pays, de cultures très différents. Comme Simon a dit, j'ai commencé chez Herzog de Meuron et assez rapidement sur le stade olympique. Et j'ai passé quelques années en Pékin. C'était aussi très enrichissant, très dur. En 2005, j'ai donc décidé de démarrer mon propre agence Habiter Autrement. Et le nom, je savais que je ne voulais pas avoir une agence qui portait mon nom, déjà parce que j'aime beaucoup des collaborations.
je collabore beaucoup. Pour moi, c'était une révélation quand j'ai commencé à travailler. C'était très frustrant pendant les études. J'avais l'impression que l'architecte, c'était quelqu'un seul dans son bureau, qui était là, qui attendait une idée géniale. Et souvent, ça n'arrivait pas avant la date du rendu. Et c'était embêtant. Et quand j'ai commencé à travailler dans des agences, c'était toujours de ce travail en équipe. L'architecture ne se fait jamais seule. Je travaille avec d'autres architectes, mais aussi avec des ingénieurs, avec des économistes, avec des artistes, avec des sociologues. Pour moi, ça, c'est essentiel dans notre métier. Je voulais me concentrer sur d'abord le logement collectif social. Ça m'a intriguée parce que, en tout cas en France, c'est un cahier de charge aujourd'hui. Il y a tellement de contraintes. Chaque mètre carré est décidé même avant qu'on commence à dessiner. Il y a un vrai danger que les architectes deviennent pour l'intérieur des sélectionneurs des produits préfabriqués, standardisés, et pour l'extérieur des décorateurs de façade. Donc je voulais vraiment voir si c'était possible de pousser des limites de ça et de faire. Je ne dis pas que ça c'est un mauvais plan, mais tous les plans sont pareils. Il faut toujours avoir les mêmes couloirs d'entrée, les mêmes rapports couloirs entre salle de bain, chambre. On est vraiment très très figé en ce qui concerne le logement social en France. On a commencé à travailler, donc je travaille avec Jean Nouvel, sur 5 projets à Bordeaux en 2007. C'était un concours sur invitation et le client nous a demandé de développer une typologie de logement et de le décliner sur les 5 sites. Nous, on n'a pas trouvé que c'était la démarche qu'il fallait faire. Après avoir visité ces sites qui sont très différents entre elles, vous allez voir, mais on a développé des typologies spécifiques pour chaque site, et après on a aussi beaucoup travaillé le paysage, et on s'est posé la question comment se situe un bâtiment de logement par rapport à la ville. Et quand il y avait pas, et quand je parle de paysage, c'est pas forcément paysage naturel, mais quand il y avait dans 2 des projets que je vais vous montrer, on a vraiment d'abord recréé un paysage avant de commencer à dessiner le bâtiment. Comme c'était la crise, et on a gagné les 5 projets, mais il y a 3 projets qui sont construits aujourd'hui. Le premier, c'est une série d'images qui montre le site d'Armagnac, qui est une ancienne friche industrielle qui se trouve de pas de la gare de Bordeaux, donc c'est le site le plus au centre-ville. Mais aujourd'hui, c'est un site en transformation, il y a des logements qui sont construits, mais il n'y a pas une identité claire. Avec mon ami photographe canadien Maris Mesulis, je passe beaucoup de temps en site avant de commencer à dessiner, donc c'est lui qui a pris des photos. Le site, voilà. On a décidé, on était imposé de poser le bâtiment au milieu du site, on l'a poussé vers l'ouest pour dégager un parc. On a appelé ça une clairière urbaine avec une végétation spontanée qui varie au fil des saisons et des années. Comme on était au centre-ville, un contexte très urbain, on a créé des lofts traversants avec un ascenseur qui arrive directement dans les logements. Très important dans tous ces projets était l'espace qu'on a essayé de maximiser, de donner beaucoup plus d'espace, de faire des bâtiments beaucoup plus grands avec un hauteur sous plafond blanc au-delà de ce qui est normal dans du logement collectif ou social. Pour s'adapter, pour arriver à faire cela, on a réduit les finitions et les matériaux. On a un sol uni de linoléum dans tous ces projets. On a vraiment trouvé un gamme très simplifié pour tout ce qui est des installations à l'intérieur. Une coupe du concours. On voit c'est des façades assez vitrées, les logements traversants, les plans. Au lieu des cloisons, comme on n'a pas voulu perdre de l'espace pour faire des couloirs, on a développé une bande de mobilier modulable, simple, qui divise l'espace.
et qui garde un plan assez ouvert et crée des diagonales. Et aussi, on a les espaces, dans chaque projet, les espaces extérieurs sont très importants. Devant la clairière, devant le parc, on a un loggia avec une façade totalement escamontable avant, donc on peut avoir une continuité entre loggia et intérieur en été. Et vue d'un appartement. Donc c'est des intérieurs très simples. Les façades répliables, escamontables, côté loggia. Dernier étage, où on a accès, c'est une façade un peu, c'est un profil en shed, et on a accès à des terrasses privatives au dernier étage, qui sont protégées à cause des sheds et qui ont surplomb des appartements de dernier étage. Voilà une image du bâtiment. Moi, j'aimerais bien revenir dans 5 ans. Je trouve que l'architecture il faut que les gens qui habitent là-bas s'approprient de l'architecture. Moi, je suis pas un puriste. J'aime quand les gens mettent leur vélo, leurs plantes, leurs trucs. Il faut qu'un bâtiment vive. Donc, j'aimerais bien revenir prendre des photos dans quelques années. Deuxième projet, Senon. Ça, c'est un banlieue un peu aussi un contexte pour nous difficile parce qu'il y a des bâtis très disparates, beaucoup de bâtiments industriels, des logements sociaux. On était à côté du tramway, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire là-bas. Des petites maisonnettes, notre site. Et là, ce qui a attiré notre attention et ce qui a déclenché tout le projet, c'est un très beau pin parasol qu'on a trouvé juste à côté de notre site. Donc on a commencé par faire un carré beaucoup plus grand que notre site qui touche les petits commerces, les tramways, etc. Et on a eu l'autorisation de la ville de planter et faire une pinède. Et de créer un parc et d'essayer de unir tous ces éléments un peu disparates et créer un ensemble à travers ce parc. Et on a positionné notre bâtiment sur le côté. C'est un bâtiment très long aussi. Moi, c'est aussi une obsession que je trouve qu'on utilise mal nos toitures en général. Ici, chaque locataire, parce que c'est des appartements de location, chaque locataire a son petit jardin en toiture où on peut cultiver ses tomates, ses plantes, ses fleurs. En termes de typologie, c'est des bâtiments très très longs. Les T4 et les T5 font 30 mètres de long et on a cette perspective de 30 mètres de façade sud aux façades nord. Encore une fois, ici, on travaille beaucoup avec des espaces extérieurs de loggia. Ici, au sud, vous voyez une façade qui peut tourner. On peut, en hiver, mettre la façade à l'extérieur et agrandir son séjour. Et en été, on crée un loggia en bougeant la façade. Aux façades nord, côté Pinède, on a un jardin d'hiver qui peut être un petit bureau ou un jardin ou peut être intégré dans le master bedroom, dans la chambre principale. Et une tiers de ces logements ont aussi une triple orientation. Voilà, un T4. Projet en cours de construction. Ici, on travaille en façade nord. On a travaillé avec une façade atelier d'artistes. On a trouvé des verres translucides, transparents. On a fait une espèce de jeu comme ça qui reflète bien la lumière de nord. Côté sud, ça c'est une photo de maquette, mais on a les garde-corps. On a créé des grandes tablettes qu'on a colorées en bordeaux qui se continuent en faux plafond à l'intérieur. La façade sud. Et ça, c'est le jardin d'hiver en façade nord.
a 2 patios orientés nord, et pour refléter un maximum de lumière, on a mis du bardage inox polymiroir, et on a aussi utilisé la couleur pour essayer de ramener un maximum de lumière dans les appartements. On a aussi orienté les volets vers le sud pour ramener la lumière. Ça, c'est la façade patio. Une façade latérale, un bardage mat. Ça, c'est le dernier projet construit à Bordeaux, à Lormont. Et c'est un très beau site. Là, tout était là déjà. Un site avec vue panoramique sur la Garonne et le pont d'Aquitaine, qui est une espèce de presque comme un Golden Gate à Bordeaux. Par contre, c'est un endroit en général un petit peu abandonné. C'est pas un quartier où les gens aiment habiter aujourd'hui. Et notre point de départ, c'était vraiment ici de retravailler et changer le plan d'urbanisme qu'on a trouvé complètement aberrant. Ils nous ont imposé de faire des lames parallèles, ce qui faisait qu'on regardait son voisin plutôt que le fleuve et le paysage et le pont. Le fleuve et l'eau. Donc vous voyez un petit crowbar en scie. Ça, c'est notre réaction. Donc on a fait une figure avec la seule but d'optimiser la vue, donner une vue dégagée au fleuve pour tous les logements, et aussi de minimiser le vis-à-vis. Et ça donnait cette forme fractale. Ça, c'est le programme, et là, avec le plan d'urbanisme imposé. Ça, c'est la figure qui est le résultant de cette étude, de donner une vue à tous. Et finalement, le plan, c'est 26 appartements. C'est aussi des appartements très grands. On a ici un T2 de 92 mètres carrés avec 47 mètres carrés de terrasse. On a un T5 de 180 mètres carrés. Mais encore une fois, comme on a des petits budgets, finition très simple. Une étude en volumétrie. Vous voyez là, on a créé des terrasses entre les derniers étages. Une idée de la coupe. Le rez-de-chaussée, c'est des simplex. Après, c'est que des duplex et des triplex. Et on a fait des parois vitrées qui se retournent en toiture. On avait cette idée, parce que ce pont qui se trouve à 30 mètres de hauteur, on a vraiment cette impression d'avoir, comment ça s'appelle en français, un contre-plongée. On a voulu faire entrer cet immense paysage dans le séjour, d'où. Et c'est pour ça la raison qu'on a vitré une partie des plafonds. Le bâtiment construit. C'est un bâtiment noir avec une code couleur. Les ouvrants en jaune, c'est des duplex. Les ouvrants en bleu pâle, c'est des triplex. Et les ouvrants en aubergine, au rez-de-chaussée, c'est des simplex. Après, c'est vraiment... On aimait beaucoup la caractère et le côté industriel du pont. Donc on a essayé de s'approcher en termes de couleur de ce pont-là et d'utiliser le même. Parce que il y a d'autres développements en côté, et ce qu'on trouvait embêtant, j'ai pas de photo, mais c'est cette volonté à tout prix à faire joli, de faire des jolis. Ça marche pas dans ce contexte. C'était une vue depuis une terrasse. Vu depuis c'est un triplex rez-de-chaussée. On voit ces fenêtres qui se retournent. Côté rue, on est très fermé. En France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, c'est impossible aujourd'hui de faire des bâtiments, des logements très vitrés. On a un ratio c'est assez ridicule. Maintenant, c'est 19%, je crois, à cause pour s'adapter aux normes de développement durable. Donc nous, on a opté pour être très vitré, plus vitré. Au début, on avait une façade toute vitrée côté fleuve. On a dû le fermer un peu plus. Mais côté rue, on est très fermé. On a ici les salles de bain, les cuisines. Et ça crée presque comme un écran aussi acoustique et protecteur vis-à-vis la rue. Et il y a des passages.
voyez, voilà, ça se voit pas, mais il y a 2 passages qui connectent l'espace d'arrivée, l'espace parking, l'espace d'entrée, avec le paysage beaucoup plus libre et poétique du fleuve. Un autre projet aussi à Bordeaux, qui est en cours de construction maintenant, c'est dans le port industriel. Il y a encore des activités industrielles dans cette zone, mais il y a un architecte français qui s'appelle Nicolas Michelin qui a fait un master plan pour transformer ce port, cette zone devenir des quartiers des logements essentiellement, mais aussi des bureaux. C'est un endroit très impressionnant aujourd'hui avec des dimensions des bâtiments très grands. Et on a été demandé de faire au début un pôle de compétences, après il y avait 2 écoles qui étaient intéressées, après, donc c'est un programme très vague et qui peut varier encore. Et on était les seuls d'avoir retenu cette forme et cette échelle des anciens hangars. C'est un bâtiment qui fait presque 100 mètres. Ici, on a vraiment un tout petit budget. Si je vous parle c'est à peu près 1100 € le mètre carré. Donc c'est moins qu'un logement social. C'est aussi pour cette raison qu'on trouvait que c'était intelligent de faire un bâtiment simple, de profiter de ces grandes échelles de hangars, parce que c'est aussi dommage, parce qu'une fois que les activités industrielles disparaissent, cette échelle va disparaître aussi, et ça va redevenir un quartier normal de banlieue. Voilà la façade. Et comme on a ici, c'est vraiment un bon exemple de cette situation difficile. J'ai parlé au début, où on a un client qui s'intéresse que au millimètre carré et que au planning et qui se pose pas de questions sur l'architecture, sur la ville. Et c'est pour ça qu'on a essayé de vraiment réduire les questions architecturales. Ici, on essaye de bien exprimer cette idée de monolithe d'une façon tectonique. Donc on a une façade en calcite qui se retourne en toiture avec des chaînons cachés. Donc on espère juste réussir à résoudre ce détail-là, et après pour le reste, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un plan aussi extrêmement simple. On a proposé de travailler, de colorer les noyaux à l'intérieur pour avoir un jeu de lumière ou un jeu de couleurs à travers la façade en profondeur. Avec le même client, on est en train de construire à Paris, au nord de Paris, boulevard McDonald, des logements, 42 logements sociaux. C'est un projet intéressant, c'est OMA qui a fait un master plan sur le bâtiment le plus long de Paris. C'est un entrepôt qui fait 600 mètres long, qui a été construit dans les années 70. Voilà, l'entrepôt. On a une belle vue depuis la toiture, et la ville de Paris souhaitait garder ce socle, et puis ils ont invité une dizaine d'architectes français, et il y a Nicolas Michelin, Christian de Porte-Sampard, il y a des architectes suisses, Guy Gouillère, Julien de Schmet, il y a une dizaine d'architectes qui travaillent, on fait soit des logements, soit des bureaux. Et difficile ici, c'est qu'on n'a pas la mission complète pour le chantier, donc c'est assez frustrant, parce je pense qu'on a tous le sentiment qu'on n'arrive pas à maîtriser surtout les intérieurs. Et encore une fois, on a des budgets très serrés. On a été sollicité de faire des logements avec un noyau central et des logements mono-orientés. Encore une fois, afin d'éviter de faire des logements sociaux conventionnels, on a décidé de faire un vide central orienté ouest, et que le bâtiment se déroule autour de ça. Et on a proposé de faire des duplex traversants, et avec un léger décalage
On a libéré, on a créé l'espace pour des logements, des balcons et aussi pour des règles d'urbanisme. On a dû réduire les derniers étages, donc ça a créé des terrasses côté ouest. Voilà un schéma qui explique les réglementations urbaines. Plan très simple avec ici, comme dans les projets bordelais qu'on a construits, on avait un client qui avait vraiment aussi l'ambition de construire plus grand, de faire quelque chose au-delà du standard. Ici, c'est plus difficile. Mais on trouve quand même, parce qu'on dans les séjours, dans les espaces de double hauteur, on offre quand même 5,20 m sous plafond. Et on a des appartements traversants. Voilà une image de synthèse. Le bâtiment, ça j'ai fait avec mon iPhone, donc c'est pas de très bonne qualité, mais le projet est en cours de construction. La vue depuis les terrasses, on voit le Sacré-Cœur au fond. Là, si je parle des projets avec des budgets minimes et qui coûtent pas cher, ça c'est the best one. On a été la ville, on l'appelait l'étoile et la comète. On a été la ville de La Havane à Cuba a mis 2 sites magnifiques dans la ville historique de La Havane à notre disposition pour créer des logements sociaux. Et il faut savoir qu'il y a un loyer mensuel à La Havane et 1 à 2 dollars par mois. Donc on n'a pas des moyens pour faire des choses qui coûtent cher. Heureusement, à La Havane, il y a déjà cette magnifique typologie des patios qui marche très bien là-bas, parce que pendant nos voyages d'études, on a remarqué que les gens vivent pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais dans cette espèce d'espace tampon entre deux, qui est couvert, mais qui est à l'extérieur. C'est là où on bavarde avec ses voisins, c'est là où on met sa lessive, c'est là où les enfants jouent. Donc ça c'était le point de départ de notre projet. En plus, ça c'est une ressource gratuite. On a cette végétation, on dit indigène en français, tropicale, qui est vraiment, ça pousse sans effort et il fallait profiter de ça. Il y a aussi une architecture assez intéressante en béton avec des formes presque baroques qui attirent notre attention. Ah, ça porte bonheur. Comment ça s'appelle, le petit? Ouais. Et aussi, grâce à cette lumière qui tape très fort, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on peut faire des ouvertures et des patios assez serrés, et qu'on peut vraiment, on peut vraiment travailler l'ombre aussi dans un climat comme ça. Donc on a développé des typologies avec un extérieur, une enveloppe extrêmement simple, et avec un intérieur beaucoup plus riche, avec des formes presque organiques au baroque, des petits loggias et structures extrêmement basiques. On a beaucoup travaillé ces ouvertures. Il y en a fait des rotations, des loggias individuels. Et on trouvait qu'avec des moyens assez simples, on pourrait créer des ambiances, des espaces assez intéressants. L'entrée de la comète, une coupe, maquette. On a développé des loggias, des cylindres en bambou. Et l'idée, c'était que ces cylindres pouvaient soit être des espaces fermés, autonomes, une pièce additionnelle, supplémentaire, soit s'orienter, s'ouvrir vers la coursive d'accès et devenir loggia, soit s'ouvrir vers l'appartement, soit on pouvait la stocker et avoir une continuité totale entre intérieur et extérieur. Cuba aussi, très important d'avoir ces petits, vous voyez en haut les petites percées pour avoir une ventilation traversant. On a travaillé des matériaux très simples, le bambou, et aussi
pour les sols, des coursives, des bétons où on aimerait utiliser des bouteilles, des eaux de verre de recyclées, colorées, pour avoir un jeu de lumière la nuit. Voilà. Mon pays natal, la Suède. J'ai été invitée pour faire un pavillon sur le thème d'énergie, sur un champ, au milieu d'un champ, un espace vert, au nord de Stockholm. Et c'est des banlieues considérées difficiles. En Suède, beaucoup d'immigrés, beaucoup de chômage. Comme beaucoup de Suédois, j'en avais entendu parler, mais je suis jamais allée. Donc avant de commencer, je suis allée avec mon ami cinéaste Maris Mesulis et on s'est baladé pendant quelques jours là-bas et on a parlé aux gens. Et c'est devenu un petit film, je vais montrer un petit extrait, qui est devenu le programme de notre projet. Oui, c'est assez triste, quand même. Voilà, un petit extrait du film, j'espère que ça va marcher. This is really different to me than 10 years ago when I used to come here. It was a huge thing when it happened because nobody thought that it would work out because that they would make enough money to compensate for the building of it because it's so huge. But there's always people here. Det var väldigt mycket. Jag kommer till mina vänner för att det är vår högtid, vår energi. Så vi kommer att göra med mina vänner och vi firar i Kista. Vi tycker det är kul, det finns folk. Det är väldigt stort centrum. Det är fint, det finns olika folk, olika nationaliteter. Jag tycker inte om Kista. Det är för stort. Jag tycker gå så här in i galleriet. Det blir bara varmt och svettigt. Och så luktar det illa. Mycket trevligare med sådana äldre centrum där alla affärer liksom kan sticka i skyltfönstret. Anybody who has a dog surely couldn't be without it. And everybody has a dog in Sweden, feel like we're in Stockholm. General Swedish relationships to the notion of otherness is not famously good. So, Tensta-Rinkeby, Hjulsta are seen as dangerous, they're seen as difficult, they're seen as problematic. So a genuine feeling that coming back here is, kind
there's also a scale thing. I mean, we're 20 minutes from the centre of town, you just nothing. But in a Swedish mentality, Stockholm, that seems like the end of the world. And we are, next step you kind of disappear into the north or the west. It's like this is the furthest out we've ever come. So there's a kind of curious spatial relationship there that people don't think of this as part of the same city. It's like thing out there. So the bits on the outside seem to be a long way away from the centre. Den första grejen med de här miljonprogrammen som ligger här utåt är att nästan ingen som debatterar om vet vad det handlar om. Alltså folk är inte här. Alla har åsikter och Rinkeby och Tensta. Men ingen visste sig här, de som debatterade. Guaranteed there's something, you leave something behind, which is a value to the community afterwards. You do that, and you'll come a long way. Voilà. Après avoir parlé aux gens et fait cette petite étude, on se dit qu'il ne fallait pas commencer par un petit pavillon au milieu de cet espace vert, mais il fallait essayer de connecter ces communes à travers ce champ, cet espace vert. La nuit tombe très tôt en Suède en hiver et les gens avaient peur de le traverser, surtout les femmes. Donc, toujours sur le thème d'énergie, avec Arup à Londres, on a développé un système d'éclairage public basé sur l'énergie solaire et kinétique du vent. On appelait ça Solar Sprouts and Wind Sprouts, avec une batterie. Et que les Wind Sprouts commencent à avoir une lueur dès qu'il y a un peu de vent. Et les Solar Sprouts stockent l'énergie le jour et puis l'éclairage commence à l'allumer le soir. On a quand même on a fait un groupe de cluster de ces éclairages qui est devenu un petit pavillon comme un espèce de centre d'information sur toutes les activités qu'on a souhaité développer. Donc c'est un projet toujours en cours. Mais on a proposé plein d'interventions, toujours sur le thème d'énergie, mais qui pouvaient améliorer les conditions de vie et les conditions d'habitat dans ces banlieues-là. Important, par exemple, de retravailler ces bâtiments, c'est juste une image de référence, des années 70 avec des jardins d'hiver, par exemple. Aussi, on trouvait ça tellement absurde qu'on passe, on dépense un argent fou pour faire la climatisation dans le centre commercial et après on dépense l'énergie pour chauffer les logements. Donc notre proposition, c'était d'utiliser le centre commercial comme un pompe chaleur pour chauffer les logements. On a un projet de travailler de recycler, de travailler avec les déchets d'une façon beaucoup plus radicale et aussi très importante avec les habitants. J'ai donné une conférence à Yale il y a quelques années. J'avais lu dans l'avion un article dans Times Magazine d'une jeune femme. Le déchet d'une année, pour elle, ça se contient dans une canette comme ça. Et je me rappelle, je me baladais dans les rues à New York et je voyais tous ces montagnes de déchets partout. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est un thème dans ce projet-là qu'on essaie. Je travaille avec des ingénieurs à Arup à Londres, aussi avec Transolar en Allemagne, spécialisé à ça. On a aussi des plans de faire un événement en été qu'on appelle Lights Out Stockholm, parce que s'il fait nuit 24 heures sur 24 en hiver, il fait jour 24 heures sur 24 en été. Donc ça serait génial un jour en été d'éteindre tout l'éclairage
et de vraiment expérimenter la ville sans éclairage artificiel et aussi de voir après l'énergie qu'on arrive à économiser en faisant ça. Un autre projet en Suède, un concours perdu, Simon, tu as parlé de ça, c'était un projet qui a été sélectionné pour la Biennale d'architecture de 2012. C'est un concours que j'ai fait avec Jean Nouvel. C'est un concours, je vous montre ça parce que déjà, je suis absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se construire aujourd'hui. B, je trouve que ça synthétise des pensées, une philosophie sur la ville que je trouve juste. C'est-à-dire que chaque intervention, c'est toujours une mutation, c'est toujours partir de l'existant, c'est toujours de transformer l'existant, plutôt de faire table rase. Ce qu'on a fait ici dans les années 30 en Suède, on a créé à l'épicentre même de Stockholm, le cœur historique de Stockholm, on a créé cette espèce de monstre d'infrastructure complètement surdimensionné qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas traverser, les piétons ont beaucoup de mal à traverser d'un côté de la ville à l'autre. Quand on a commencé le projet, on a juste fait un collage, on a mis Venise, on a mis Paris, derrière cet système d'infrastructure, parce que les gens à Stockholm, ils ne s'y rendent pas compte, on s'est habitué de cette échelle-là, on ne voit plus l'absurdité de cette installation. Stockholm, comme vous le savez, c'est une série d'îles, c'est un archipel. Donc le concours, c'était la connexion entre le cœur historique, la ville du Moyen-Âge, et l'île au sud, l'île plus populaire ouvrier. C'est intéressant d'appeler le projet Meeting Lines parce que c'est la connexion de ces deux îles, mais c'est aussi c'est là où la mer rencontre le lac. Donc une partie du projet était de reconstruire une écluse à cet endroit-là. Il y a aussi une différence de niveau. Là, le lac est plus haut que la mer. Très intéressant aussi, c'était aussi la rencontre de la ville en pierre, très monolithique du Moyen-Âge, et le côté sud qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus poreux. Voilà, en haut la ville du Moyen-Âge, au sud Söder, qui est la partie sud de la ville de Stockholm. On a passé beaucoup de temps au musée historique de la ville de Stockholm, on a étudié les anciens plans et on a vu qu'il y avait toujours cette connexion. Et c'était très intéressant qu'on a vu que c'était très tôt une connexion construite. Et on a aussi vu les éoliennes qu'on a utilisées, ou comment ça s'appelle, les moulins à vin, on a utilisé l'éolienne. En tout cas, donc quand on a vu cette connexion fine et construite, l'idée de la typologie du pont habité est venue. On s'est dit, mais pourquoi on n'enlève pas tout ce plateforme en béton et on essaye de faire des connexions beaucoup plus fines et on construit des différentes couches, on superpose les véhicules avec les piétons, avec les commerces et on crée des connexions vraiment vivantes entre l'ancienne ville historique et l'île au sud. Donc notre proposition était ça, c'est-à-dire d'optimiser, d'avoir plus de l'eau et d'avoir ces connexions, 3 ponts, pardon. Et il y a le pont Magenta qui est neuf, parce qu'il fallait de toute façon reconstruire l'écluse. Les 2 autres ponts, c'est juste des propositions de construire au-dessus des ponts existants, donc au milieu, en sillon. C'est le pont du métro. On a, je vais vous montrer une autre image après. Et le pont, la connexion vert, c'est un autoroute aujourd'hui. Voilà le schéma, les 3 ponts. Le programme, donc, on a donné, pour la Biennale, on a donné les noms un peu métaphoriques. Donc, on a appelé l'écluse, le Stockholm Rialto, parce qu'il y avait d'abord l'écluse, ensuite les véhicules motorisés, après des petits commerces et des passages, des decks où on pouvait pas traverser, protégés en hiver, avec des vues panoramiques sur la ville et sur l'eau. Ce qui est important aussi, c'est que
pour la première fois, ça serait possible d'être entre la ville historique et la ville au sud et regarder tout le paysage depuis l'eau, avec ses connexions. Donc la deuxième pont, Stockholm Living Room, au-dessus du métro, on a fait une proposition d'un bâtiment très simple, comme un cerf, avec un programme mixte, des cinémas, des bars de jeux, des salles de jeux pour enfants, mais comme un séjour pour la ville, qui invite la ville, comme à Stockholm en automne, en hiver, c'est pas agréable d'être dehors, mais qu'il pouvait avoir des activités publiques pour tout le monde. Et finalement, donc la connexion verte, c'était un parc linéaire de 300 mètres qu'on a proposé de construire au-dessus de l'autoroute. Voilà une image très importante, c'est pas du tout architecturé, c'était un projet urbain, donc les illustrations, c'est très approximatif. Le living room et le parc, le plan masse, où on voit le footprint de l'ancienne plateforme et en courbe cette nouvelle connexion où on a tout simplement, c'est comme on a continué les quais et les petits commerces du quai, parce qu'aujourd'hui il y a plein de petits commerces dans la ville historique et plein de commerces au sud, mais au milieu il n'y a rien. Et ça nous paraissait normal et intelligent de tout simplement recoudre ce vide, remplir ce vide. Une coupe, encore une fois, c'est pas une coupe architecturale, c'est un principe. L'écluse, puis l'eau aussi, on avait une sculpture très importante pour les Stockholmais. On a essayé de donner un espace et de se connecter des deux côtés. Le pont au milieu, ça c'est génial à Stockholm aujourd'hui, quand on prend le métro, on a l'impression de plonger dans l'eau, parce que c'est un pont en pente. On a construit et c'est aussi, ce qui est génial, c'est que c'est entre deux stations de métro, donc ce bâtiment linéaire pouvait connecter on pourrait marcher, promener entre les deux stations de métro. On a aussi proposé de faire des voies de bicyclette le long de ce pont. Voilà la coupe. Et il avait l'idée, c'était vraiment de peu à pas cher, un cerf qui pouvait être ventilé naturellement. On a fait ça avec Transsolar, les ingénieurs spécialisés dans le climatique, et avec des capteurs solaires. Et en hiver, on avait vraiment l'idée de faire quelque chose de beaucoup plus compact. On avait des felts à la Joseph Beuys qu'on pourrait fermer, isoler cet espace en hiver. Et finalement, le parc, où c'était pas seulement de faire un parc sur l'eau qu'on trouvait intéressant, mais c'est aussi de connecter ces deux lignes vertes qui sont aujourd'hui dans la ville par ce parc. Aussi, on trouvait intéressant que du coup cet espace vert pourrait venir vers la ville historique, comme ici avec l'autoroute en dessous. Une coupe, donc l'autoroute, le pont est existant, on propose juste de construire par-dessus avec des éoliennes. Voilà, une image. Dernier projet, en Espagne, donc, c'est un projet arrêté, évidemment, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe en Espagne en ce moment. On a été demandé de faire un master plan pour 2000 logements sociaux à côté de Tolède, qui est une ville magnifique. Et je ne vais pas parler de master plan, je vais juste parler d'un projet qui était un projet à côté. On a eu la commission directe de faire un centre de sport. Et c'est vraiment laissé le paysage de la Mancha, c'est très plat. Mais on avait besoin pour les logements et pour les autres, pour le master plan, de faire des excavations. Donc la terre qui restait, on a tout simplement proposé de faire une montagne artificielle et de creuser cette montagne et de faire quelque chose qui est vraiment entre paysagisme et architecture, et de faire une salle de sport enterrée avec aussi des salles de badminton et de tennis par-dessus et faire une promenade. On a aussi intégré un amphithéâtre vers la ville.
Après, la toiture, c'est des sheds. C'est une construction en serre, en verre, avec des bougainvillias, des végétations. Le plan, c'est vraiment comme une grotte, un peu avec des murs très épais. Une coupe, c'est vraiment une coupe de serre, avec la végétation entre les poutres. Coupe longitudinale, une élévation et perspective, un détail très simple du principe de plantation. Et après, on a développé avec nos ingénieurs des poutres, et chaque poutre est individuelle pour arriver à créer ce paysage. Voilà. Oui, dernière image. Et ça, c'est aussi dans ce que je trouve intéressant, un projet que je viens de démarrer en Suède. Et je trouve justement le thème d'adaptation, c'est intéressant parce que je trouve que je rencontre tellement de difficultés sur les chantiers. Et c'est tellement approximatif. Et tout ce qu'on fait sur un chantier, surtout dans des projets avec un planning serré, c'est vraiment souvent pas satisfaisant. Et je travaille actuellement avec une petite usine pour développer des maisons préfabriquées en bois qu'on pourrait après adapter à des sites spécifiques. Mais je trouve c'est quelque chose qui m'enthousiasme, parce que je pense que si on arrive à développer un système de base en usine, et après qu'on peut adapter pour des sites spécifiques, ça serait vraiment intéressant. Voilà, j'espère que vous avez des questions. Merci.